de Pierre-Edouard, fourni en thèse de 12e année, mon sujet est sur la recherche génomique de Rickettsia elliptica. Rickettsia elliptica est une bactérie gram-négative intracellulaire obligatoire et sous-classe d'alpha-protéobactéries en ordre rickettsial. Et cette bactérie a été isolée première fois en Suisse en 1979 et est toujours associée avec des tigres d'Axode. Et cette bactérie appartient dans le groupe de fièvre boudonneuse et croît entre 32 degrés à 35 degrés. Mais différent que les autres membres de ce groupe, chez Rickettsia elliptica, les actines ne peuvent pas se polymériser et la bactérie elle ne déplace pas dans la cellulose. Donc elle est présente que dans le cytoplasme, mais rarement dans le noyau. Rickettsia elliptica est résistant à l'érythromycine et sensible à la rifapine. Rickettsia elliptica a une spécificité antigénique et un profil protéique spécifique, et parce que OMP3 est une surface antigène protéine, et elle est présente globalement chez les Rickettsia, mais le produit d'amplification de OMP3 n'est pas retrouvé chez Rickettsia elliptica. Et dans mes résultats de séquençage, j'ai identifié que le gène de OMP3 est dégradé très gravement au 5'. Je suppose que c'est la raison pourquoi l'autre OMP3 n'exprime pas chez Rickettsia elliptica. Et la présence de Rickettsia elliptica est presque mondiale. On a des évidences de la présence de cette bactérie en Europe et plusieurs pays asiatiques. Et des recherches de pathogénicité montrent que Rickettsia elliptica elle peut entraîner des périmyogardies, des sarcoïdoses et ainsi des fièvres inéruptives. Et au jour d'aujourd'hui, on a 20 espaces Rickettsia valables et dont il y en a 12 espaces, les séquences sont disponibles. Et la taille du génome varie entre 1,11 mégabases pour Artifi et 1,53 mégabases pour Arabili. Et certaines espèces contiennent un ou plusieurs plasmides, par exemple Massiliae, Picoquia africae contient qu'un seul plasmide et l'Araphilis contient tout plasmide. Et les études récentes montrent que l'acquisition de virulence de Rickettsia peut-être s'associer avec une réduction génomique. Et dans nos recherches, on a intéressé des éléments spécifiques et leur mécanisme de l'évolution entre les différentes espèces rickettsiales. Et à partir de ce séquençage, j'ai obtenu 639 gontiques. Et d'après les liens de colonne proposés par Fred Frapp-Gonset et les mappings sur les séquences de la référence, en utilisant le PCR standard, j'ai essayé de fermer le génome et le plasmide complet. Et de l'autre côté, une prédiction de ORF s'est faite par un programme Amigene. Les tRNA sont vérifiés par le tRNA Skin. Et ensuite, tous les ORF sont placés dans un database non redondant pour donner une annotation fonctionnelle. Et afin de faire une comparaison génomique avec les autres espèces Rickettsia et avoir un profil de Rickettsia elliptica. D'après l'analyse phylogénie de Rickettsia, on trouve que Rickettsia elliptica est dans une position très proche de Rickettsia felis et Rickettsia massiliae. Donc dans mon travail de finishing, j'ai utilisé ces deux génomes comme la séquence de la référence. Ici, les figures présentent la mapping de mes gontiques sur les références. Ici, les cadres en différentes couleurs représentent le collignement entre la référence et mes gontiques. Et le mapping propose une orientation de tous mes gontiques et en considérant les liens de colonne proposés par Fred Frapp-Gonset, j'ai fait une série de PCR pour fermer maximum de trous. Et à partir de 639 gontiques, 241 PCR ont été testés. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai reconstruit 8 grands gontiques. La taille totale est environ 1,35 mégabases, qui est correspondant à la taille du génome prévenir de Rickettsia elliptica. Et ensuite, Halid a fait une annotation génomique sur ces grands gontiques
On a identifié 1619 CDS, inclus 826 gènes complets et 147 gènes fragments et 203 gènes split. Et on a aussi identifié 39 ARN, inclus 21 tRNA. Aujourd'hui, un plasmide circulaire a été identifié chez Rictia leftica. Ce plasmide a une taille environ 47 kb et un GC% de 32%. Et après l'anodation, on a identifié 55 gènes. La majorité des gènes sont similaires au Rictia. Et il y en a 12 gènes spécifiques, une DNA binding protein et une mobile mystery protein B sont très similaires aux géobactères. Et ensuite, j'ai utilisé un programme Orifinder pour calculer le GC et AD croissant de mon plasmide et vérifier les localisations des DNA box. J'ai identifié une région environ 700 par base qui proximite de DNA box et avoir un GC% très bas. Ça nous propose un site de réplication ORC dans le plasmide. Et pour les contigs qui n'ont pas mappé sur la référence, j'ai fait un BLAST N contre la database non redondante. J'ai identifié 8 contigs, la taille totale est environ 10 kb. Et les résultats de mapping montrent que aussi, ce 8 contigs a une très bonne similarité avec des autres plasmides Rictia. Donc je suppose qu'il existe un 12e plasmide chez Rictia leftica et je suis en train de le vérifier. Ensuite, par utiliser le programme AutoMCL, j'ai fait une comparaison génomique entre 8 génomes de Rictia, Peli, Felis, Massiliae, Gonorrhée, Africae, Provazegi, Typhi et Helvetica. C'est une partie de la comparaison et dans ce tableau, tous les gènes sont classés par orthologue et donnés un numéro de RIG. Les fonctions sont indiquées à droite. Et par la comparaison, j'ai identifié 781 gènes qui sont très conservés dans le génome. Et la présence dans tous les 8 génomes de Rictia et avec une couverture de 95% et 80% pour Artifi et Provazegi. Et pour les autres 6 génomes, le pourcentage de couverture varie entre 50% à 70%. Et j'ai aussi identifié 23 gènes qui sont spécifiques que pour le Rictia leftica. Ces gènes ne sont pas présents chez les autres 7 génomes. Et la plupart des gènes sont très similaires au Rictia endosymbiote, Rictia reduxi et Rictia mundanensis, inclut des gènes ADN, adenine, méthylase, MAF-like protein et sucraprotéine et certaines hypothétiques protéines. J'ai aussi identifié plusieurs gènes qui sont très similaires au transposat de Wolbachia endosymbiote. Et au cours d'évolution, les génomes de Rictia subissent des dégradations et des mutations, et certains gènes deviennent un spéceur ou un remnant, et des gènes sont splittés en plusieurs parties. Ce sont des gènes splittés. Ici, par la théorie de Raleigh sur le gène split, j'ai essayé de comparer la séquence nucléique entre certains gènes split avec leur orthologue complet. Et on a trouvé que des singonucléotides polymorphismes pour générer des nouveaux stop codons et splitter les gènes. Par exemple, ici, une base C a muté à D, un nouveau stop codon TGA est formé et ce gène est splitté. Et dans l'autre cas, une délétion ou une insertion d'une base pour changer la garde de lecture de acide aminé et des nouveaux stop codons sont présents et les gènes sont splittés.
Et ce phénomène est souvent lié avec des polymères, poly-A ou poly-T. Et au cours d'identifier mes gènes splits, j'ai trouvé des cas spécifiques. Dans le génome de Rickettsia, il y a 5 groupes de gènes splittés. 5 groupes de gènes splits sont interrompus par une transposa complète. Par exemple, ici, bénéficient binding protein se divise en 5 parties dans le génome, mais une transposa complète sont présentes au milieu. Et un gène SCA13, il split en 12 parties et il aussi présente une transposase complète au milieu. Et d'après le résultat de l'annodation, je trouve qu'environ 50% de CDS sont des fragments ou des gènes splits chez Rickettsia helvetica. Ça nous propose que ce génome est probablement très dégradé. Et des gènes splits se sont interrompus par une transposase complète. Ça peut être un facteur important dans l'évolution pendant le réarrangement génomique. Et de plus, dans mes résultats de séquençage, je trouve 73 gènes splits avec une couverture des rites très mauvaise, inférieure de 8 fois. Et donc il y a un risque que des faux séquençages pour introduire des single nucléotides de polymorphisme dans la séquence. Et donc dans le résultat d'annodation et la présence de ces gènes sont splits, mais en réel, ces gènes peut-être ne sont pas vraiment splittés. Donc je suis en train de faire des PCR et des séquençages pour confirmer leur séquence. Et pour la suite, je vais faire un reverse transcriptionnel PCR pour vérifier si ces gènes sont vraiment splittés. Merci. Question? Pour commencer alors, tu dis que c'est un génome très dégradé. Oui. Tu as d'autres bactéries qui ont des génomes dégradés de la même façon, à peu près dans le même taux? Oui, jusqu'à maintenant, je trouve que le Rickettsia provazekii et Rickettsia typhi, le génome sont moins dégradés. Mais dans la comparaison, je trouve que pour les autres génomes de Rickettsia, ils ont moins de gènes sont fragmentés, sont splittés et ils sont plus dégradés que provazekii et le typhi. C'est bien pour la bactérie d'avoir un génome dégradé ou ça peut aboutir à une perte de la bactérie dans le futur Pour moi, j'ai fait des recherches sur les gènes conservés et il montre que probablement ces gènes sont suffisants pour soutenir la vie de ces bactéries. Et pour les autres gènes splittés ou fragmentés, probablement ce n'est pas trop important pour ces bactéries. Il y a une protection par rapport à cette... je peux bloquer sur ce point, mais bon, excusez-moi. Est-ce que les gènes importants sont protégés face à la dégradation, donc tous les réarrangements qui pourraient y avoir? Ça, pour le moment, il n'y a pas d'évidence pour ça. Est-ce qu'il y a des traces de ces fameux éléments répétés qu'on entend parler chaque fois qu'il y a un séminaire sur la Rickettsia? Ouais. Des petits éléments répétés? Petits éléments, oui, mais pour le moment, je n'ai pas fait trop de recherches sur les palindromies d'éléments et de ça, c'est un peu pour à l'avenir.